À quoi sert la francophonie à l'heure de la mondialisation? Dans l'Afrique en débat aujourd'hui, focus sur cette organisation qui est réunie en ce moment à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et pour son coup de gueule, Henri Fotso nous parlera de football avec ces pays africains qui font plus confiance à des sélectionneurs européens qu'africains. Encore un autre complexe, nous dit-il. En ligne avec nous pour cette Afrique en débat, Latif Coulibaly, ministre conseiller à la présidence sénégalaise chargé des questions de gouvernance. Bonjour, monsieur le ministre Coulibaly. Bonjour. Et merci d'être en ligne avec nous de Dakar. Et avec moi en studio, Baba Barry et Ramata Soré, deux confrères de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. Bonjour. Bonjour. L'Afrique en débat, nous sommes ensemble pour 25 minutes à ce micro. Georges Ibrahim Tounkara, bienvenue. Bonjour. Depuis donc ce vendredi, 75 États et gouvernements sont réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. 42 ans après sa création, de nombreux Africains s'interrogent encore sur l'intérêt de cette organisation. Qu'apporte-t-elle concrètement aux pays qui en sont membres? N'est-ce pas là une autre forme de perpétuation de l'emprise de la France sur ses anciennes colonies? Avant de répondre à ces questions, voyons quel est l'intérêt de ce regroupement. On écoute le porte-parole de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Hugo Sada, joint à Kinshasa. Écoutez, la francophonie, c'est une idée qui vient de très loin, qui vient de la fin de la colonisation, quand un certain nombre de grands leaders du Sud, le président Senghor, président Bourguiba, président Amani Diori, ont souhaité construire entre pays francophones une communauté solidaire. Ça sert deux choses, ça sert à défendre une langue, des valeurs communes, et puis ça sert à mettre en œuvre un certain nombre d'actions liées à la diversité linguistique et culturelle, et puis à la deuxième jambe de la francophonie qui sont les valeurs, donc la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Le porte-parole de l'Organisation internationale de la francophonie, Hugo Sada, que nous retrouverons à nouveau au cours de cette émission. Mais avant, monsieur Latif Coulibaly, vous êtes en ligne de Dakar. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur cette organisation qu'est la francophonie? Écoutez, la francophonie, c'est à l'image de beaucoup d'organisations internationales où les gens adhèrent par volonté de coopérer et par également volonté de préserver des liens, soit culturels, économiques, des liens historiques. Dans le cas précis de la francophonie, également des liens procédant de l'usage commun d'une langue de travail pour nous Africains, d'une langue à la fois de travail, une langue également culturelle en France. Je pense qu'il ne faut pas non plus croire que l'organisation n'a servi à rien. C'est pas tout à fait vrai. Dans certains cas, il a pu servir à aider la formation de beaucoup d'Africains par des bourses de la francophonie, par également une assistance assez soutenue aux universités africaines, mais francophones en particulier. C'est vrai qu'il y a donc beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas trop rêver. Barry, vous venez d'écouter M. Latif Coulibaly qui dit que le bilan est mitigé. Il y a certains Africains qui pensent que c'est la suite du système colonial. Comment vous réagissez à cela? Moi, je dirais oui. La francophonie, c'est le prolongement du colonialisme en Afrique. La colonisation, c'était pour piller les ressources minières dans les pays colonisés. La francophonie permet à la France d'asseoir sa puissance économique mais aussi politique sur la scène politique mondiale. Sans le précaré français, sans les pays de la francophonie, par exemple, la France n'aurait jamais obtenu un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux dire que la France n'est pas économiquement plus forte que l'Allemagne ou encore le Japon, mais ces pays n'ont pas un seul membre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La France... Mais le siège permanent au Conseil, c'était à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Hein? Oui, mais il faut pas perdre... les vainqueurs. Oui, mais il faut pas perdre de vue que la France a été soutenue par l'ensemble des pays qui constituent un grand marché. La France a eu besoin de la francophonie des pays, notamment africains, pour montrer qu'elle avait une puissance politique, qu'elle avait des amis politiques qui pouvaient soutenir sa politique internationale au sein des organisations internationales comme les Nations Unies. Ramata Soré, vous croyez vous aussi que la francophonie c'est un instrument qui est plus au service de la France que des pays africains qui en sont membres? Si les Français eux-mêmes croient à ça, pourquoi moi je devrais croire le contraire? Et j'aimerais citer bien Jean Jaurès en 1884 qui disait que pour la France, la langue est l'instrument nécessaire à la colonisation. Plus d'écoles françaises aideront les colons français dans leur difficile tâche de conquête morale et d'assimilation. Et on voit que
plus de 50 ans après l'indépendance, c'est ce qui continue. Parce que l'éducation, le système éducatif dans ces pays qu'on dit francophones, là, c'est quoi? C'est le français. Tout est fait à base du français, avec le français. Même l'alphabétisation qu'on dit qui devait se faire avec les langues locales. Non, c'est fait en français. Donc, ça veut dire que c'est tout un système d'éducation qui est lié à un système économique et politique qu'on perpétue dans ce... Oui, mais de là à dire que c'est la suite, c'est le prolongement de la du système colonial, il n'y a qu'un pas que évidemment, vous allez puisque franchir. Bob Barry vient de donner l'exemple concret en donnant des faits. Monsieur Latif Coulibaly, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans tout ce qui est dit là, que la francophonie aussi, c'est un peu la suite du système colonial? Il n'y a pas une part de vérité dans cela? Écoutez, moi, je ne conteste pas le point de vue respectable que les deux interlocuteurs ont eu par rapport à la compréhension qu'ils ont du rôle de la francophonie comme étant un instrument au service de la politique française sans aucun doute. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que la France peut bien avoir des intentions de prolonger la colonisation, c'est nous. Mais nous avons la responsabilité à la fois nationale, historique et patriotique de refuser cela. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une organisation nécessairement qu'il faille accepter que la France soit celle qu'on instrument de recolonisation de l'Afrique. Ça peut être bien le cas. Ça peut être bien également le contraire. Si toutefois les États africains assument leurs responsabilités, le problème c'est moins la responsabilité de la France que la responsabilité des Africains. Quand nous avons librement adhéré, personne n'a été forcé à adhérer à la francophonie. Quand nous avons librement adhéré à la francophonie, je pense qu'au départ, nous avons supposé que c'est une coopération, égalité de souveraineté, respect de souveraineté des uns et des autres. Mais effectivement, si, comme ils le disent, nous y allons pour permettre à la France de reproduire son pacte colonial, nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, les Africains, et qu'on ne devait pas se plaindre par rapport aux autres. Je pense que le prolongement du pacte colonial, ce n'est pas nécessairement à travers la francophonie. C'est la structuration même de nos économies. Quand vous venez dans un pays comme le Sénégal, où 80% du capital qui est présent dans notre économie est un capital français, quand vous considérez par ailleurs que quasiment toute l'aide la plus importante qui nous est donnée vient de la France, je pense que la France a également des instruments de prolonger sa colonisation. Oui, c'est vrai, mais nous avons nos responsabilités à assumer par rapport à ça. Si les pays africains les pays francophones, ils sont toujours dans cette organisation, Bob Barry, c'est qu'ils y gagnent quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même de quelques acquis au niveau de ces pays africains? Ben, écoutez, l'analyse faite par M. Coulibaly est très pertinente et il parlait des entreprises françaises qui dominent les marchés africains. Quand on donne des bourses d'études aux étudiants africains pour venir en France étudier ou pour aller au Canada, en Belgique ou en Suisse romande pour étudier, mais ce n'est pas gratuit. C'est fait de telle sorte qu'on construit, on modèle ces personnes-là pour qu'ils réfléchissent à acheter des produits dans ces pays. C'est pour maintenir le lien avec la France. Alors, on vous a compris. C'est non seulement maintenir le lien avec la France, mais aussi il ne faut pas perdre de vue, je dirais un exemple, la seule formation des Africains en langue française permet à la France de vendre en quasi-exclusivité la documentation pour les écoliers et étudiants des États d'Afrique d'expression française. Il est évident maintenant qu'il y a des universités numériques, il y a de l'investissement à travers la francophonie pour aider les étudiants africains à étudier sur place, à consulter des documents visuels en français sur place, à se mouvoir entre les pays francophones. Mais avec l'AUF, l'Agence universitaire francophone. Avec l'AUF, mais il y a aussi TV5 Monde qui travaille beaucoup sur le plan culturel pour reprendre le français dans le monde entier. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que les Africains abandonnent leur langue locale au profit du français. Et lorsqu'on est à deux dimensions de réflexion, lorsqu'on doit réfléchir dans sa langue locale et après réfléchir en français pour proposer quelque chose, ça devient une espèce de, je dirais pas un couloir dans lequel les Africains restent. Il faut pouvoir donner la chance aux Africains de développer leur langue locale. C'est vrai, c'est de la responsabilité des chefs d'État africains parce que ces chefs d'État africains, pour la plupart, ou des dirigeants africains, sont prêts à financer des guerres, mais ils disent chaque fois qu'ils n'ont pas d'argent pour confectionner, pour collectionner des manuels scolaires édités dans les langues locales. On vous a compris, bien compris Bob Barry. Ramata Souré, avant de vous retrouver, je vous propose d'écouter une nouvelle fois le porte-parole de l'OIF. Est-ce que la francophonie n'est pas en réalité un instrument au service de la France? On écoute Hugo Sada. Non, ça c'est une vieille idée.
Ça, c'est une vieille idée, c'est un vieux mythe persistant. Mais la réalité de la francophonie, regardez l'histoire de la francophonie. Qui c'est qui a créé la francophonie? Qui c'est qui l'a structurée? Qui c'est qui lui a donné son ambition et ses valeurs? C'est des hommes du Sud, c'est le président Senghor, le président Bourguiba, le président Amani Diori. C'est des hommes du Sud qui voulaient construire une communauté de solidarité après la colonisation. C'est pas une invention de la France. Mais le constat aujourd'hui, c'est que le président français, il vient au sommet de la francophonie pour décerner les bons et les mauvais points. Mais le président français, il vient pour décerner les points qu'il veut décerner, mais il n'est pas le seul. Il y a une quarantaine, peut-être plus, de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie qui viennent et qui vont dire aussi ce qu'ils pensent. Concrètement, M. Hugo Sada, qu'est-ce que les pays africains gagnent en étant dans cette organisation qu'est la francophonie? Écoutez, posez-leur la question et vous verrez bien que dans les domaines de l'éducation, de la langue, de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme, ils y trouvent leur compte et c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Vous êtes en République démocratique du Congo. Que fait la francophonie dans les pays en crise comme la République démocratique du Congo ou le Mali? La campagne, elle appuie dans ses domaines de compétences les processus de sortie de crise. Ici, en République démocratique du Congo, on a travaillé sur le processus électoral, sur la mise en place des institutions de l'état de droit. Et voilà, les choses se construisent. C'est la démocratie, ça se décrète pas en 3 minutes. On dit voilà la démocratie et tout marche. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas menace sur la francophonie dans le contexte de mondialisation que nous connaissons depuis quelques années? On voit des pays comme le Rwanda ou le Gabon qui veulent aller à l'anglais. Je crois pas. Non. Ça c'est des histoires, ça. Ça, c'est des histoires. Au contraire, il y a de plus en plus de raisons de penser que ce développement est utile et je pense qu'il est tout à fait normal que un certain nombre de pays, pour des raisons tout à fait légitimes, aient envie de pratiquer le multilinguisme et de trouver leurs intérêts. Mais ça ne veut pas dire quand ils veulent développer l'anglais qu'ils abandonnent le français. Hein. Alors, M. Hugo Sada défend très bien la francophonie, c'est le porte-parole de l'OIF, donc ce n'est pas étonnant. Ramata Soré, quels sont selon vous les véritables acquis de la francophonie aujourd'hui quand on prend les pays africains? C'est comme il a dit, ça permet par exemple à la France et aux pays occidentaux de distribuer ce qu'ils appellent les bons points et les mauvais points aux bons élèves et aux mauvais élèves. La preuve, c'est-à-dire en 1991, la francophonie devait être organisée au Congo RDC. Mais parce qu'ils appelaient Mobutu à cette époque-là dictateur, ça a été renvoyé à Paris et la francophonie a été organisée là-bas. Mais on constate encore que ce sont ces mêmes pays qui ont proposé les différents critères de démocratie qui traitent encore la RDC de ne pas être démocratique. Quand on me dit que non, la francophonie n'est pas sous la houlette de la France, je dis non. Parce que lorsqu'on prend même la mission même de cette structure-là, c'est quoi? C'est d'organiser les relations politiques de coopération entre les États ayant en partage la langue française. Et le respect des valeurs universelles. Je suis d'accord pour les valeurs universelles, mais je suis désolée, mais la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, comme plusieurs millions d'Africains, c'est une autre langue. On utilise cette suprématie de la France là, quand bien même cette structure même est une création de chefs d'État africains, mais ils ont leur intérêt, ils sont formés, ils sont moulés dans un système que je dirais colonial qui a été perpétué jusqu'à présent et qui devient post-colonial. Il y a un constat qui est fait, M. Latif Coulibaly, M. le ministre Latif Coulibaly, depuis quelques années, la France qui ferme ses frontières aux Africains, et même aux Africains francophones, en principe, ils ne devraient pas avoir ces barrières. Nous sommes tous francophones. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui du fait que de nombreux Africains se dirigent vers le Canada, vers les États-Unis et vers la Chine? Est-ce qu'il n'y a pas de menace sur la francophonie même parce que ces jeunes étudiants, à leur retour, ils seraient tentés de faire changer les choses? Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire s'il y a une menace ou il n'y a pas de menace. Ce genre de regroupement interétatique qu'on appelle francophonie ou qu'on l'appelle Commonwealth ou qu'on l'appelle, c'est une façon d'organiser les relations internationales, la commission internationale. Maintenant, quand on y adhère, on doit savoir pourquoi on y adhère. Que la France veut bien l'utiliser comme instrument de développement de sa politique. Je n'ai aucun doute par rapport à ça, parce qu'aucun pays africain n'a été obligé à adhérer à la francophonie. La preuve, l'Algérie n'est pas membre de la francophonie. Je crois même la Tunisie n'est pas membre de la francophonie. Enfin, non, ils sont membres plutôt. Mais voyez-vous ce que je veux dire par là? Les Africains sont libres d'adhérer à la francophonie. Non. Tout à l'heure, le Coulibaly a dit quelque chose qui est vrai, en disant que les bourses que la France donne n'est pas gratuite. C'est vrai, mais je vous rappelle que dans le cas du Sénégal, la France n'a pas donné depuis plus de 5 ans
plus de 300 bourses au Sénégal, en tout cas pour l'éducation nationale. Vous savez, les plus gros investissements qui viennent en Afrique aujourd'hui ne sont pas français, ils parlent chinois, et les Chinois n'ont pas de francophonie. S'il faille dire aujourd'hui que la francophonie va nécessairement servir à perpétuer les intérêts français au Sénégal, ou en Guinée ou au Burkina Faso, c'est de la responsabilité des Africains de le refuser. Je dis qu'il faut être réaliste par rapport à ces questions-là. Réalisme, c'est quoi? C'est dire, voilà un cadre de coopération. Quels sont les objectifs et les ambitions que nous avons par rapport à ça? Ce n'est pas la France de nous faciliter les choses, c'est nous, les Africains, qui devons assumer les responsabilités. En toutes circonstances. Comme se fasse la division, pourquoi que la France va faire en sorte que 80% des interventions de la francophonie sont exécutées aujourd'hui en Afrique. Il y a un intérêt politique derrière. Ce sera la dernière question en rapport avec la francophonie. Ramata Souré, est-ce que vous avez noté des différences intéressantes entre la francophonie et une organisation comme le Commonwealth, par exemple? Il faut dire qu'il n'y a pas une très très grande différence entre ces deux structures-là. La différence se situe au niveau des méthodes et des résultats qu'ils ont. Mais il faut dire que la quasi-totalité des pays membres de ces deux organisations-là sont d'anciennes colonies britanniques et françaises. Bon, Barry? Je vois pas une très grande différence, sauf que si vous prenez les Anglais, ils sont beaucoup plus portés sur des résultats économiques. Ils veulent agrandir le marché britannique de par le monde. Si vous prenez les Français, ils sont encore plus ou moins beaucoup plus impliqués politiquement dans certains pays. On a connu par exemple le cas au Rwanda quand il y a eu le génocide, ce que cela a provoqué dans les relations franco-africaines. On connaît, on a d'autres exemples. La Côte d'Ivoire, la suspension de certains pays de la francophonie quand il y a eu le coup d'État militaire à Mauritanie en 2008. Pour vous, la francophonie est politiquement trop présente. Oui, mais ce que je regrette, c'est que après plus de 50 ans d'indépendance des pays africains, je regrette que les pays justement africains continuent de se faire manipuler au sein de regroupements coloniaux comme la francophonie. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse faite par monsieur le ministre Latif Coulibaly. C'est de la responsabilité des dirigeants africains et pour la plupart de ces dirigeants africains, il ne peut pas se passer malheureusement de la France. Aujourd'hui, ils courent tous pour aller à Kinshasa, non pas pour assister à ce sommet, mais parce que la plupart d'entre eux veulent serrer encore une fois la main à François Hollande. Rapidement, oui, Ramata Souré. Rapidement, je dirais que il y a certains politiques qui prennent leurs responsabilités. Je prends par exemple le cas de Kagame au niveau du Rwanda. Paul Kagame. Oui, Paul Kagame au niveau du Rwanda. Avec l'implication de la France dans ce qui se passait au Rwanda, on a vu que Kagame a pris ses distances. Il a décidé même, et cette distance-là a été prise de façon rapide. Un pays francophone qui est devenu un pays anglophone. Et j'ajouterais aussi que je suis totalement d'accord avec le ministre lorsqu'il dit que, en tant qu'Africains, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. On vous a tous compris, un peu de musique pour souffler et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette Afrique en débat. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dont le 14e sommet se tient en ce moment à Kinshasa, se donne pour mission d'organiser les relations politiques et de coopération entre les États ayant en partage l'usage de la langue française et le respect des valeurs universelles. Et la francophonie, cela représente 220 millions de locuteurs dans le monde, grâce auxquels le français vit et évolue. Près de la moitié des francophones se trouvent en Afrique et selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. Cap donc tout de suite sur la République démocratique du Congo où Jean, auditeur de Kinshasa, nous dit ce que représente pour lui le sommet de la francophonie. La francophonie, c'est l'ensemble des pays qui parlent la langue française. C'est pour la première fois en RDC pour tenir ce sommet. Ça représente d'abord pour moi une grande chose dans le sens que pour montrer aux pays étrangers que la RDC est un pays francophone. Donc ça doit représenter sur le plan international la langue que nous avons adoptée ici comme français. Bon, à vrai dire, nous avons 4 langues officielles dans notre pays. La langue française est adoptée, c'est la langue internationale, c'est pour faciliter donc la langue du travail, à vrai dire. Voilà pourquoi l'on a voulu que ce sommet puisse avoir lieu ici pour montrer que la RDC est un pays qui appartient aussi, qui parle la langue française. Vous pensez que la tenue de ce sommet à Kinshasa peut être bénéfique à la RDC, c'est-à-dire attirer l'attention du monde entier sur l'existence de ce pays comme un pays important dans la communauté de langue française? Oui,
on regarde la francophonie, la RDC n'est pas un pays démocratique. La liberté d'expression, la liberté de tout individu est tout à fait lésée dans notre pays. Ça fait des fraudes, des irrégularités, parce que les droits de l'homme n'est pas respecté dans notre pays. Les droits humains en général, parce qu'il y a toujours des arrestations arbitraires, la liberté d'expression bafouée, etc. Dans l'est du pays, les populations sont victimes de tracasseries quotidiennes, de tueries, pillages et attaques répétées ces derniers temps, faisant craindre le début d'une nouvelle offensive des rebelles du M23. Ce mouvement est constitué de centaines de déserteurs de l'armée congolaise, réunis derrière Bosco Ntaganda, général mutin recherché par les autorités de RDC et par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Dans ce contexte, André, auditeur de Goma, capitale du Nord Kivu, dans l'est du pays justement, estime que le sommet de la francophonie n'avait pas sa place. Franchement, ça ne tombe pas bien pour la plupart des Congolais. Pour des personnes responsables, il faudra savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. La priorité chez nous présentement, ce n'est pas festoyer, boire pendant qu'une autre partie de la population est en train de souffrir à l'est ici. Mais est-ce que ça peut être justement l'occasion d'attirer l'attention sur un pays comme la RDC, qui est un très important pays francophone, c'est-à-dire que c'est en RDC qu'il y a le plus grand nombre de locuteurs francophones en dehors de la France, et que donc c'est l'occasion peut-être pour attirer l'attention sur ce pays et sur tous ses problèmes? Écoutez Mireille, présentement, moi je suis à Goma, à quelques mètres des Rutshuru où il se passe des exactions et des violations des droits de l'homme. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance quand il y a des frères qui sont en train d'être massacrés, nos femmes et nos sœurs sont en train d'être violées et d'autres personnes à Kinshasa sont en train de siroter des verres et de se manquer des gens. Plutôt, les présidents de la République devraient se montrer vraiment responsables et qui est en train de compatir avec la nation congolaise en annihilant de telles histoires parce qu'il faut mettre l'intérêt de la nation avant et pas des gens qui sont dans des belles villas bien climatisées, tenir des conférences qui ne vont pas bénéficier à l'homme paysan qui est en train d'être marginalisé et soumis à des violations du genre massacre. Écoutez, la France siège parmi les conseils de sécurité des Nations Unies. Pourquoi est-ce que cette France-là ne pourrait pas s'imposer pour montrer que je suis du côté congolais et montrer comme quoi l'homme congolais a droit de respirer et de vivre et de jouir de tout ce qu'il devrait avoir dans son pays? Mais le fait qu'il y ait eu quand même un accord de coopération, par exemple, entre l'Organisation internationale de la francophonie et la Cour pénale internationale le 28 septembre pour lutter justement contre l'impunité, les violations du droit international, ça vous réconforte pas un petit peu quand même, ou vous pensez que ce sont simplement des paroles? Écoutez, dire une chose, c'est une chose, et pratiquer en est une autre, Mireille. À la minute, une femme est violée maintenant. Un enfant est en train de passer nuit à l'extérieur. Avec tous les intempéries que vous connaissez, beaucoup de familles sont en train de se déplacer à l'instant où je vous parle. Avec les jours qui s'avancent, beaucoup de femmes vont attraper la maladie sexuellement transmissible, beaucoup de femmes vont perdre leur capacité de se reproduire, beaucoup d'hommes seront en train de mourir, mais écoutez, la priorité est loin vraiment d'être là.